Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, je vais vous demander de vous installer. Nous allons procéder à l'appel pour vérifier que le quorum est atteint, le conseil départemental ne pouvant élire son président que si les 2/3 des membres, soit 42 élus, sont présents. Juste auparavant, je dois vous signaler que cette séance est transmise en direct sur Internet, de manière à donner la possibilité à ceux qui n'ont pas pu se rendre à l'hôtel du département d'assister néanmoins à cette séance d'installation. Possibilité prévue par l'article L. 3121-13, 3e alinéa du Code général des collectivités territoriales. Donc je vais donner la parole à notre Benjamin, Charlotte Lucchio, qui va faire l'appel de façon nominale des membres de l'Assemblée ici présente. Monsieur Jérôme Alemani. Monsieur Rodolphe Amaillan. Monsieur Stéphane Bauger. Monsieur Jean-Pierre Bernard. Présent. Monsieur Pierre Bertin. Présent. Monsieur Jean-Luc Beignet. Monsieur Yannick Bigot. Présent. Madame Myriam Bijard. Monsieur Pascal Bolo. Présent. Monsieur Erwan Bouvet. Présent. Madame Chantal Brière. Présent. Madame Marcel Chapeau. Présent. Monsieur Jean Charrier. Présent. Monsieur Bertrand Choubrac. Présent. Madame Catherine Siron. Présent. Madame Présent. Madame Danielle Cornet. Monsieur Hervé Corouge. Présent. Madame Anaïque Cotonec. Madame Marie-Christine Curodo. Monsieur Vincent Dany. Monsieur Bernard Douot. Madame Anne-Sophie Douet. Madame Élisa Drillon. Madame Véronique Dupetier-Grenier. Madame Karine Fouquet. Monsieur Bernard Gagnet. Madame Marie-Paul Gaillochet. Monsieur Claude Gauthier. Présent. Monsieur Patrick Girard. Présent. Madame Carole Grelot. Monsieur Philippe Grosvalet. Monsieur François Guillot. Madame Abbassia Hakem. Madame Françoise Améon. Monsieur Yannick Horry. Monsieur Freddy Hervauchon. Madame Liliane Jean. Monsieur Samuel Landier. Monsieur Bernard. Madame Charlotte Lucchio, présente. Monsieur David Martineau. Madame Lydia Ménian. Monsieur Michel Ménard. Monsieur Gatien Meunier. Monsieur Serge Mounier. Madame Christine Aurin. Madame Fabienne Padovani. Madame Agnès Parago. Madame Karine Pavisa. Monsieur Ali Reboux. Madame Danielle Rival. Monsieur Alain Robert. Madame Fanny Salé. Madame Nelly Sorin. Madame Malika Tararbi. Madame Catherine Touchefeu. Madame Claire Tramier. Monsieur Laurent Turquois. Madame Christiane Van Gothem. Monsieur Marcel Verger. Et Madame Nadine You. Alors, donc le quorum est atteint. Donc nous allons pouvoir poursuivre la séance. Chers collègues, le quorum étant atteint, cette première assemblée du nouveau conseil départemental est ouverte. Donc je suis Jean-Pierre Bernard, nouvel élu dans le canton de Guérande. Je n'en deviens pas moins le doyen, comme vous le voyez, et je bénéficie du privilège de présider au moins pour quelques minutes cette première session de la nouvelle Assemblée départementale. Aujourd'hui, quel que soit notre parcours, nous entamons tous notre première journée officielle de conseiller départemental. Je tiens tout d'abord à toutes et à tous vous féliciter pour cette élection. C'est l'une des de cette Assemblée qui en fait la force et la représentativité. Vous avez tous été élus directement par nos concitoyens. Il m'appartient de rendre hommage aux conseillères générales
et aux conseillers généraux qui viennent de quitter cette Assemblée, soit parce qu'ils avaient décidé eux-mêmes de le faire, soit parce que le verdict des urnes leur a été défavorable. Je cite Gérard Allard, Jean-Raymond Audion, Bernard Honnête, René Baron, Hervé Baucher, Christian Canon, Patrice Chevalier, Bernard Clouet, Jean-Claude Delis, Roger David, Bernard Dognaud, Colette Fréhel, Anne-Sophie Guérat, Franck Hervy, Loïc Lemann, Lénaïque Leclerc, Chantal Leduc-Bouchot, René Leroux, Viviane Lopez, Yvon Mahé, Mireille Martin, Gérard Mauduit, Jean Masse, Michel Merlet, Michel Meunier, Daniel Morisson, Claude No, Michel Neveu, Joseph Parpaillon, Maurice Perrion, Gilles Philippot, Jean-Yves Plotot, Jean Poulain, Pascal Silbeau, Claude Cesse, Jean-Michel Toby, Dominique Huberti et Françoise Vercher. Cette longue liste profond renouvellement de l'Assemblée départementale, puisque sur 62 nouveaux élus, nous sommes 41 à faire notre entrée au département. Au regard de cette élection, nous devons nous ouvrir, travailler ensemble pour des projets pour notre département, pour nos cantons, pour nos communes. Dans les mois et les années à venir, la collectivité départementale sera confrontée à de multiples défis démographiques, dans un département attractif qui accueille chaque année 12 000 nouveaux habitants. Démographique également en raison du vieillissement de notre population. Économique, car la situation de notre pays a des conséquences majeures sur le quotidien de notre collectivité. Environnementaux, en raison de l'étalement urbain, conséquence de la poussée démographique. Démocratique, car le résultat des élections démontre le quasi-équilibre des forces politiques ici représentées. Les défis sont nombreux. Il ne sera pas aisé de les relever. Mais je crois en l'intelligence collective. Je crois en l'attachement de chacune et chacun d'entre nous aux missions qui sont les nôtres et au rôle que la collectivité et ses agents jouent chaque jour pour nos concitoyens. Relever ces défis exigera de tenir un discours de vérité, d'assumer des réformes, de dépasser les clivages politiques pour accomplir au mieux nos missions. Pour conclure, je que nos débats lors des futures sessions de cette Assemblée départementale illustrent notre capacité collective à dialoguer, à nous respecter et à travailler ensemble dans l'intérêt général. Mon vœu le plus cher serait que notre Assemblée devienne une référence de sérénité politique, ce que souhaitent nos concitoyens. Je vous remercie. Donc, comme je l'ai dit, le quorum étant atteint, j'invite les candidats à la présidence de ce nouveau conseil départemental de se présenter. Monsieur Philippe Grosvalet, Monsieur Gatien Meunier. Y a-t-il d'autres candidats? Non. Très bien. Eh bien, nous allons procéder au vote. Alors, je vous rappelle que le vote a lieu à bulletin secret, bien évidemment, à la majorité des membres du conseil départemental, soit 32 voix. Si l'élection n'est pas acquise après les 2 premiers tours de scrutin, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative des membres du conseil départemental. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.
s'il vous plaît. Donc 62 votes exprimés. Je vais procéder à la lecture des bulletins. Gatien Meunier. Gatien Meunier. Gatien Meunier. Gatien Meunier. Philippe Grosvalet. Philippe Grosvalet. Gatien Meunier. Philippe Grosvalet. Gatien Meunier. Philippe Grosvalet. Gatien Meunier. Philippe Grosvalet. Philippe Grosvalet. Philippe Grosvalet. Blanc. Gatien Meunier. Philippe Grosvalet. Philippe. Gatien Meunier. Gatien Meunier. Philippe Grosvalet. Philippe Grosvalet. Philippe Grosvalet. Philippe Grosvalet. Gatien Meunier. Philippe Grosvalet. Gatien Meunier. Philippe Grosvalet. Philippe Grosvalet. Gatien Meunier. Philippe Grosvalet. Gatien Meunier. Gatien Meunier. Philippe Grosvalet. Philippe Grosvalet. Gatien Meunier. Philippe Grosvalet. Philippe Grosvalet. Philippe Grosvalet. Philippe Grosvalet. Philippe Grosvalet. Gatien Meunier. Gatien Meunier. Gatien Meunier. Philippe Grosvalet. Gatien Meunier. Blanc. Gatien Meunier. Gatien Meunier. Philippe Grosvalet. Philippe Grosvalet. Gatien Meunier. Gatien Meunier. Philippe Grosvalet. Philippe Grosvalet. Gatien Meunier. Philippe Grosvalet. Gatien Meunier. Gatien Meunier. Philippe Grosvalet. Philippe Grosvalet. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 9, 30, 31, 32. Et deux blancs. 2 blancs. Ok.
Donc, je vous annonce le résultat. 32 voix pour Monsieur Philippe Grosvalet, 28 voix pour Monsieur Gatien Meunier et 2 blancs. Au terme du dépouillement, je déclare Monsieur Philippe Grosvalet élu président du conseil départemental de Loire-Atlantique et je l'invite à prendre ma place. Mesdames, Messieurs les parlementaires, Monsieur le Président du Conseil régional des Pays de la Loire, cher Jacques, Madame la maire de Nantes et présidente de Nantes Métropole, ma chère Johanna, Monsieur le maire de Saint-Nazaire, président de la Carène, Saint-Nazaire, ma ville, mon cher David, Mesdames, Messieurs les maires ici présents, Mesdames et Messieurs les responsables représentants des administrations et des corps constitués, très chers anciens collègues, amis et camarades, Mesdames, Messieurs, chers amis, permettez-moi aussi, en ce jour historique qui consacre la stricte égalité entre les femmes et les hommes dans cette nouvelle assemblée départementale, de saluer aussi la présence des femmes qui comptent dans ma vie. Véronique, mon épouse, ma chère maman et ma grande sœur. J'en ai 4 sœurs. Merci à toutes et à tous d'être venus nombreux en ce jour pour l'installation du tout nouveau, il faudra que je m'y fasse, départemental. Mes chers collègues, en m'accordant pour la seconde fois votre confiance et en me reconduisant à la tête de cette belle institution départementale, je mesure évidemment la responsabilité que vous me confiez, celle qui sera encore la mienne durant les 6 prochaines années. Avant toute autre chose, je souhaite saluer la présence de celles et ceux qui ont écrit quelques pages de l'histoire de la Loire-Atlantique, au premier rang desquels Patrick Maréchal. Merci Patrick, dont l'engagement a marqué résolument notre chemin collectif. Permettez-moi également un mot pour toutes celles et ceux qui ont servi l'intérêt général et les habitants de Loire-Atlantique au cours de ce dernier mandat. Jean-Pierre Bernard en a énoncé la liste. J'ai choisi de ne pas se représenter au suffrage des électeurs et j'avais longuement évoqué les 25 de nos collègues au cours de la dernière session de la précédente mandature,
ou bien qu'ils aient été défaits dans les urnes, aucun n'a démérité. Et toutes et tous méritent amplement, très amplement, notre gratitude. Mes chers collègues, conseillères et conseillers départementaux, je veux vous adresser en premier lieu mes très sincères félicitations. Il n'y a dans cette Assemblée que des gagnants. Bienvenue à vous toutes et vous tous, quel que soit le côté où vous siégerez demain dans cet hémicycle. À celles et ceux qui ont été élus sous la bannière de la Loire-Atlantique à gauche, je sais que nous partageons les mêmes valeurs et que nous soutenons le même projet pour notre département et pour tous ses habitants. Je sais donc que je pourrai compter sans faille sur votre engagement solidaire. À nos collègues de l'opposition, je veux vous assurer de faire perdurer au sein de cet hémicycle l'esprit et les valeurs de notre République. Nous vivons, vous le savez, un moment singulier de l'histoire de notre département. En devenant départementale, notre institution, forte de ces quelques 200 années d'histoire, a fait sa révolution. Une assemblée entièrement renouvelée, de nouveaux cantons aux contours permettant d'assurer une plus juste représentation des habitants. Une assemblée où siègent dorénavant tant de femmes que d'hommes. Et vu de la place où je siège, croyez-moi, cela se voit. Quelle fierté pour moi de présider pour la toute première fois dans l'histoire de notre pays la seule assemblée strictement et intégralement paritaire. Démocratie entre les habitants, égalité entre les femmes et les hommes participeront à faire des départements, des collectivités résolument tournées vers l'avenir et l'innovation. Mes chers collègues, les dimanches 22 et 29 mars, les électrices et électeurs de Loire-Atlantique se sont exprimés. Le premier message qu'une fois de plus nous retiendrons, c'est d'abord celui de celles et ceux qui, paradoxalement, ont choisi de ne pas s'exprimer. C'est peut-être à ce silence assourdissant que nous devons prêter attention. Même s'il est vrai que la participation a été plus importante que ne le prévoyaient les commentateurs de la vie publique, se trompent parfois. Nous ne devrons jamais nous satisfaire de ce que un électeur sur deux fasse le choix de ne pas se rendre aux urnes, à ce qu'un électeur sur deux se prive du plus élémentaire des droits du citoyen, du plus efficace des pouvoirs dont dispose un individu dans une démocratie, mais aussi du plus fondamental pouvoir pour chacun et chacune d'entre nous. Comment interpréter cet abandon des urnes alors même que le département est au cœur du quotidien de nos concitoyens? Le département, c'est l'institution qui accompagne les habitants dans tous les temps de la vie, dans tous les domaines de la vie quotidienne et en tout point du territoire. Et surtout, le département est l'institution qui agit au cœur des solidarités humaines. Comment interpréter cet autre message de certains électeurs qui, partout en France, ont fait le choix de l'extrême droite? Ce vote de rejet doit évidemment nous sur le sens de cet avertissement que nous adressent nos concitoyennes et nos concitoyens. Le sens d'un vote d'une population qui désespère parfois, qui subit souvent ce que sont nos échecs et nos responsabilités collectives, le chômage, la précarité, la déqualification, parfois la relégation. Une population qui a peur de son propre avenir. C'est un enjeu collectif que nous avons donc à relever, chacun à notre niveau de responsabilité. Nous y prendrons toute notre part. Nous avons 6 ans pour faire la preuve de notre utilité, l'utilité d'un échelon de proximité que j'ai défendu tout au long de ces derniers mois auprès du Premier ministre et de nos parlementaires,
qui sont désormais convaincus de la pertinence d'une collectivité qui relie la ville et la campagne et dont les frontières sont celles du bassin de vie. Et c'est particulièrement le cas en Loire-Atlantique. Nous avons 6 ans pour faire la preuve de notre capacité à inventer, de notre faculté à avancer dans le respect de la diversité des opinions, mais guidés par un projet, celui que nous avons proposé, celui sur lequel notre majorité s'est engagée, et donc celui que nous mettrons en œuvre au cours de ce mandat. Ce projet, vous le connaissez, fruit d'un bilan, d'une expérience. Il poursuit le cap que nous nous sommes fixés depuis 10 années maintenant, n'est-ce pas, Patrick? Celui des solidarités, de toutes les solidarités humaines d'abord, les solidarités entre les territoires ensuite. La solidarité, cette responsabilité mutuelle, cette réciprocité, cette interdépendance que nous défendons tant. Cette solidarité, et j'insiste, cette solidarité qui profite à tous et toutes. Quand certains tentent d'accréditer l'idée qu'elle ne bénéficie qu'à une partie de la société au détriment d'une autre. Animés de cette même conception de la solidarité, nous n'opposerons pas les territoires ruraux et les territoires urbains, la ville et la campagne, la métropole et le reste du département. Ce n'est pas notre conception de l'équilibre des territoires. Au contraire, nous défendrons l'idée d'une réelle complémentarité de nos territoires et de leur interdépendance. Nous plaidons pour une alliance des territoires, comme se plaît à le dire Madame la Présidente de Nantes Métropole, ma chère Johanna. Cette question ne relève pas d'une simple question de géographie, encore moins du nombre d'élus urbains ou ruraux qui siégeraient dans cet hémicycle. Non, cette question de l'équilibre des territoires relève tout simplement d'une ambition et d'un projet. C'est un choix politique de promouvoir les équilibres, c'est un choix politique que de dire devant cette Assemblée que le développement de Nantes, de Saint-Nazaire, des grandes villes de ce département et des zones rurales et des zones littorales de tout le territoire, que ces développements sont liés et qu'il existe une communauté de destin entre nous et que nos territoires, dans leur diversité, s'alimentent et se nourrissent réciproquement. La présence ici du président de la région des Pays de la Loire, de nombreux maires du département ou de leurs représentants, reflète mon ambition, celle de conjuguer les forces, de faire valoir les complémentarités, de promouvoir les coopérations. Voilà la méthode, voilà notre état d'esprit pour ouvrir ce nouveau mandat. J'ai défini 4 priorités pour répondre à l'urgence sociale et conforter le vivre ensemble ici en Loire-Atlantique. L'emploi, d'abord l'emploi. Nos unités emploi font un travail remarquable, nous l'amplifierons. Il nous faut accompagner toujours plus efficacement les allocataires du revenu de solidarité active, toujours trop nombreux, vers les offres d'emploi du secteur privé. En lien avec les entreprises, nous passerons un pacte pour l'emploi local. Je m'engage à favoriser l'accès des entreprises locales et artisanales à la commande publique. Je m'engage à encourager les circuits de production. Je m'engage, comme nous l'avons déjà su le faire ici, à recruter 300 nouveaux jeunes au sein de notre administration en contrat d'alternance ou en contrat aidé. Et la moitié de ces jeunes en situation de handicap. Notre deuxième priorité, ce sont les déplacements. Je vous l'ai dit, nous devons améliorer et faciliter la vie des habitants et des habitantes de Loire-Atlantique. Nos concitoyens, n'est-ce pas, mes chers collègues, n'en ont que faire de nos frontières administratives. Il nous faut simplifier nos fonctionnements avec la région des Pays de la Loire, avec Nantes Métropole, avec la Carène, avec Cap Atlantique, dans un tour de table ouvert,
à celles et ceux qui partagent ce souci de la simplification, nous mettrons en place un ticket unique de transport qui permettra de se déplacer d'un bout à l'autre de notre département. Cela participera à changer concrètement le quotidien de celles et ceux qui utilisent les transports en commun. Nous encouragerons ainsi les pratiques collectives de déplacement. Vous le savez, j'ai accordé une priorité particulière à la jeunesse, à toutes les jeunesses dans le précédent mandat. Nous allons continuer et amplifier cet effort pour la jeunesse, c'est-à-dire continuer d'investir sur notre avenir. Nous développerons le sport pour les collégiens. Il comprendra une plateforme d'aide à la recherche de stages en troisième, la formation des délégués de classe. Il garantira la formation de tous les collégiens aux premiers secours. Enfin, comme nous l'avons fait ces 10 dernières années, nous maintiendrons un rythme élevé de construction de collèges. 8 collèges en 6 ans. C'est notre engagement, nous le tiendrons. Enfin, parce que nous n'opposons ni les territoires, ni les femmes et les hommes, ni les âges entre eux, nous aurons une attention particulière pour le grand âge. Pour amplifier la construction de logements intermédiaires, nous bonifierons notre soutien à la création de logements pour personnes âgées en centre-bourg, près des commerces et des services. Nous diversifierons toujours plus les solutions d'accompagnement des personnes âgées, afin qu'elles puissent avoir le choix de pouvoir continuer de vivre chez elles. Et parce que bien vieillir, c'est vieillir en bonne santé, nous développerons en lien avec les associations et l'animation sportive départementale l'offre de sport et de loisirs adaptée aux personnes âgées. Vous le voyez, même si ce ne sont que quelques-uns des chantiers que nous envisageons, les chantiers ne manquent pas au commencement de ce nouveau mandat. Et je sais pouvoir compter sur le travail et l'énergie de toutes et tous pour mener à bien ce projet au service des habitantes et des habitants. Enfin, et j'en terminerai là, je m'engage, comme je l'ai fait lors de mon premier mandat, comme président du département, à ne pas augmenter la taxe sur le foncier bâti pendant les 6 prochaines années. Cet effort, nous le mènerons ensemble, les agents du département, monsieur le directeur, avec l'ensemble des services et avec vous, avec les élus. Mais permettez-moi, à ce moment de mon propos, et avant de conclure définitivement, et puisque l'actualité nous le rappelle, d'avoir une pensée particulière pour cet éducateur qui, alors qu'il accomplissait son métier au sein du service social de protection de l'enfance, a été mortellement poignardé le 19 mars dernier. Au travers de cet hommage, je veux saluer l'ensemble des sociaux qui, avec courage, détermination et passion, œuvrent chaque jour au service des habitantes et habitants de notre département. Ils sont les artisans du vivre ensemble et du maintien de la cohésion sociale. Nous devrons leur apporter des réponses à leurs inquiétudes. Mes chers collègues, beaucoup d'entre vous sur ces bancs lors de notre dernière assemblée départementale. J'avais alors conclu mon propos avec ces quelques mots. Au travail donc, en toute humilité, au service de l'efficacité, celle qui profite chaque jour davantage aux habitants de notre département. Je le crois, ce sera notre idée fixe, travailler, façonner, fabriquer, inventer, améliorer le présent et préparer l'avenir pour nos concitoyennes et nos concitoyens et pour tous les habitants de notre beau département de Loire-Atlantique. Merci et au travail. Merci. Je vous propose d'entendre à ce stade les deux présidents des deux groupes. La parole à Gatien Meunier. Merci, Président. Mes chers collègues, mes chers anciens collègues présents aujourd'hui, mesdames, messieurs, chers amis, permettez-moi, Monsieur le Président, de vous féliciter, bien évidemment, pour votre élection. Je pense que
C'est ce qu'il est convenu d'appeler de la courtoisie républicaine et je m'en réjouis. Je voudrais aussi associer tous les collègues, hommes et femmes, ici présents, qui ont aussi remporté une élection sur leur territoire, bien évidemment. Et en ma qualité de président du groupe Démocratie 44, je veux vous dire l'attachement des élus de notre groupe aux missions et politiques portées par le conseil départemental. Je m'y ferai moi aussi. Il s'agit bien du conseil départemental dorénavant. Ces politiques font le quotidien des habitants de la Loire-Atlantique et préparent l'avenir de notre territoire. C'est bien parce que nous sommes attachés à ces missions que nous avons mené une campagne de vérité, conscients des contraintes financières majeures qui pèsent sur notre collectivité, en proposant de nous recentrer sur nos compétences obligatoires, nos missions, rien que nos missions. Ce projet, ce message, cette conviction ont été entendus par nos concitoyens qui nous ont accordé en majorité leur suffrage. Je les en remercie vivement une nouvelle fois. Par ailleurs, je ne souhaitais pas revenir ce matin sur le découpage tripatouillage. Quoi qu'il en soit, cette situation vous permet aujourd'hui d'être majoritaire en nombre d'élus, à défaut de l'être en nombre de voix. Je vous invite donc à prendre toute la mesure, Président, du résultat des élections départementales dans le cadre de la future gouvernance de notre Assemblée. Ce que je veux dire ce matin, c'est que le groupe Démocratie 44, fort de l'union de la droite, du centre et des sans-étiquettes, va continuer à porter son projet, ses propositions, son programme. C'est en portant un discours de vérité que nous avons construit ce programme. C'est en continuant à porter un discours de vérité que nous nous inscrivons dans cette mandature. Nous serons donc extrêmement vigilants sur chaque euro dépensé en nous assurant qu'il sera utile. Nous défendons des territoires car nos élus sont les représentants de la diversité de la Loire. Nous serons déterminés à engager une réduction de la dépense publique car notre attachement au département est sincère et que la situation budgétaire nous y oblige. Nous n'avons eu de cesse d'ailleurs de le rappeler durant cette campagne. Aussi, nous serons attentifs au renforcement de l'efficience des services pour offrir aux agents, acteurs majeurs du rapprochement de l'administration départementale et des citoyens, une meilleure visibilité de leur mission. Et je ne peux ne pas évoquer cet agent décédé malheureusement dans des circonstances terribles à l'occasion de l'exercice de sa profession, de son métier. Nous serons concentrés sur le débat d'idées, projet contre projet, loin des petites phrases et des pratiques politiciennes. Nous serons force de propositions concrètes et réalistes. Nous saurons dépasser les clivages tout en assumant nos valeurs pour défendre l'intérêt général. Nous vous invitons donc, Monsieur le Président, à engager des réformes courageuses qui permettront à notre collectivité départementale de poursuivre ses missions afin, je cite, d'améliorer l'insertion des personnes éloignées de l'emploi et des bénéficiaires des minima sociaux, d'améliorer la prise en charge des personnes en situation de handicap, d'augmenter les capacités d'accueil pour les personnes âgées et handicapées, de rénover les collèges publics et privés, de protéger nos terres agricoles, de faciliter la création d'emplois dans le secteur privé, de redéfinir les critères de versement des subventions, de faciliter les déplacements, d'accompagner les communes et intercommunalités dans leurs projets, enfin, de faire des économies pour maintenir un haut niveau d'investissement. Cette liste est longue, Président, mais je vous assure de notre volonté à travailler dans l'intérêt général, mais aussi de notre attachement au projet que nous avons défendu et qui constitue le ciment de notre union. Vous nous trouverez donc, Monsieur le Président, soit à vos côtés, soit face à vous, mais sachez qu'il n'y aura ni opposition systématique, ni soumission lénifiante. Président, cher Président, il vous appartient à présent de créer les conditions d'un rassemblement qui nous permettent d'avancer en confiance et surtout de prendre des mesures concrètes permettant de construire l'avenir de ce beau territoire de Loire-Atlantique que nous aimons aussi. À toutes et à tous, merci de votre attention.
Merci. La parole à Michel Ménard. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, permettez-moi tout d'abord de saluer, de féliciter chacune et chacun d'entre vous, chacune et chacun des conseillers départementaux. Vous féliciter, Monsieur le Président, pour votre élection. Vous avez remarqué que pas une seule voix ne vous a manqué parmi les 32 membres de la majorité départementale. Saluer également l'ensemble de nos collègues qui ne font plus partie de notre nouvelle Assemblée, soit parce qu'ils ne se sont pas représentés, soit parce qu'ils n'ont pas été élus dimanche dernier. Ils ont assuré, et je pense particulièrement à ceux qui avaient des responsabilités exécutives, un travail extrêmement important au service des habitants de Loire-Atlantique, et je tenais vraiment à les remercier. Monsieur le Président, tous les membres du groupe majoritaire seront à vos côtés pour mettre en œuvre notre projet pour la Loire-Atlantique. Projet dont vous nous avez rappelé les grandes lignes tout à l'heure, je n'y reviens pas. Projet que nous avons présenté aux habitants de Loire-Atlantique, aux électeurs et aux électrices qui nous ont fait confiance et que nous avons rencontrés ces dernières semaines. Solidarité entre les femmes et les hommes de ce département, solidarité entre les territoires. Et je dois rappeler à cette occasion, puisque Gatien Meunier a fait allusion aux critères de subvention, que nos critères que nous avions pendant la précédente mandature, c'est presque une législature, mais la précédente mandature, étaient particulièrement clairs. Ce sont des critères que nous avons adoptés en assemblée ou en commission permanente. Je pense au dispositif du Fonds de développement solidaire des communes. Je pense également au contrat de territoire. Et d'ailleurs, j'ai été un peu surpris en lisant des circulaires électorales de nos concurrents de l'opposition, de dire qu'ils attribueraient les aides aux communes en fonction qu'ils n'attribueraient pas les aides aux communes en fonction de la couleur politique des élus. Alors soit c'était un satisfecit de ce que nous avions fait avant, c'est possible parce que c'était vraiment le cas, chacun peut reconnaître, quelle que soit sa couleur politique, que c'était bien sur des bases claires, objectives, que le département a apporté des soutiens aux communes, et c'est bien dans ce sens-là que nous souhaitons continuer. Ou alors, peut-être était-ce un regret de méthodes passées, avant 2004, où les attributions des subventions se faisaient par un guichet plutôt que par des projets. Monsieur le Président, nous sommes convaincus que le département peut œuvrer efficacement au service de nos concitoyens. Nous avons un projet ambitieux, mais nous n'avons pas la volonté de supprimer des postes au sein de notre Assemblée. Nous avons besoin de l'ensemble des personnels qui y travaillent pour rendre les services à la population. Nous avons pris un engagement de ne pas augmenter les impôts, comme nous l'avons fait depuis 4 ans, vous l'avez rappelé. C'est dans ce cadre-là que nous pourrons travailler. Et je dirais que les priorités que vous avez rappelées à l'instant sont des priorités importantes, que ce soit l'emploi, les transports, l'éducation, les personnes âgées. Et vous pouvez compter sur nous, Monsieur le Président, pour mettre en œuvre ces engagements au service de l'ensemble des habitants de Loire-Atlantique. Merci. Merci. Donc, je vous propose de passer au point suivant de l'ordre du jour, qui consiste dans la composition de notre commission permanente. Vous voudrez bien m'excuser, mais je vais lire un texte qui définit les règles pour désigner cette commission permanente de façon à être précis sur le sujet. Alors, conformément aux dispositions de la loi, nous devons, au cours de cette séance de plein droit, déterminer la composition de notre commission permanente et en élire les membres. Je vais donc vous donner lecture de l'article L. 3122.5 du Code général des collectivités territoriales qui indique très précisément la procédure que nous devons suivre, qui reste assez complexe
D'ailleurs, le ministère de l'Intérieur nous a adressé une circulaire hier soir à 18 h pour modifier cette procédure. Donc, même si elle a été simplifiée par la loi du numéro 2013-403 du 17 mai 2013, relative notamment à l'élection des conseillers départementaux. Donc, je cite, « Aussitôt après l'élection du président et sous sa présidence, le conseil départemental fixe le nombre de vice-présidents et vice-présidentes et des autres membres de la commission permanente. Les membres de la commission permanente, autres que le président, sont élus au scrutin de liste. Chaque conseiller départemental peut présenter une liste de candidats qui doit être composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Les listes sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit la décision du conseil départemental relative à la composition de la commission permanente. Si à l'expiration de ce délai, donc vous devinez que nous aurons dans la suite une interruption de séance d'1 heure. Si, à l'expiration de ce délai, une seule liste a été déposée, les différents sièges de la commission permanente sont alors pourvus immédiatement dans l'ordre de la liste et il en est donné lecture par le président. Dans le cas contraire, le conseil départemental procède d'abord à la commission permanente, à la représentation proportionnelle et à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes. Après la répartition des sièges de la commission permanente, le conseil départemental procède à l'élection des vice-présidents et vice-présidentes au scrutin. Il va falloir que l'administration s'y fasse. Au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre les nombres des candidats de chaque sexe est supérieur à 1. Si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu de majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. Cette lecture étant faite, nous allons à présent procéder aux différentes opérations concernant la commission permanente. Alors, la procédure, c'est 3 temps. La détermination de la composition de la commission permanente, l'élection des départementaux membres de la commission permanente et un 3e temps pour l'élection, comme je le disais, c'est la nouveauté que nous avons apprise hier soir, l'élection des vice-présidentes et vice-présidents au scrutin de liste à la majorité absolue parmi les membres de la commission permanente. Avant de procéder, je vous propose donc que la commission permanente soit composée, outre du président, de 40 membres, dont 15 vice-présidentes et vice-présidents. Et donc, je soumets cette proposition à vos suffrages et auparavant, je donne la parole à Gatien Meunier. Merci, Président. Chers collègues, c'est une explication de vote. Pendant toute la campagne, nous avons fait de la diminution de la dépense publique une condition incontournable de la pérennité de l'action départementale. Nous avions pris l'engagement que les élus participent également à cet effort. C'est la raison pour laquelle, afin de ne pas faire peser la création de 3 postes d'élus supplémentaires sur les finances départementales, nous nous étions engagés à maintenir l'enveloppe indemnitaire à son niveau actuel, défini pour 59 élus. Fidèle à notre engagement, d'ailleurs que j'ai eu l'occasion de rappeler dans ma précédente intervention, c'est pour cette raison que ce matin, nous ne voterons pas pour votre proposition de passer la commission permanente de 35 à 40 membres. Quelques explications. En effet, lorsque 56% des conseillers généraux étaient représentés à la précédente commission permanente, vous proposez aujourd'hui de proposer l'effectif à 65% des conseillers départementaux. Alors que l'effectif global de l'Assemblée augmente de 5%, l'effectif de la commission permanente augmentera, lui, de 10%. Si l'on tient compte du fait que les membres de la commission permanente ont une indemnité légèrement supérieure, et cela va entraîner une hausse de l'enveloppe globale de près de 90 000 € selon nos calculs, hausse que nous ne pouvons cautionner. Aussi, nous voterons contre cette augmentation du nombre de membres de la commission permanente. Merci, Président. Merci. De tout cela, nous reparlerons. Alors, avant de procéder au scrutin, à l'ouverture du scrutin, j'explique, pas seulement aux nouveaux, parce que
l'expérience montre que le vote électronique, même pour ceux qui sont expérimentés, a quelquefois réservé des surprises. Alors, vous avez devant vous un tableau de bord. Il faut en ficher la carte que l'on vous a remise. C'est une carte nominative, donc vous la glissez dans la fente réservée à cet usage. Et ensuite, vous avez 3 boutons. Le plus, le signe plus, c'est pour voter oui. Le signe moins, c'est pour l'abstention, que je ne dise pas de bêtises moi-même. Non, pardon. Ouais. On aurait pu d'ailleurs graver sur les boutons la réalité du vote, mais ouais, voyez-vous, à chaque fois, je crois que certains se font surprendre. Le président lui-même. Donc le plus pour le oui, le moins pour le non et la petite croix pour s'abstenir. Est-ce que c'est bien entendu? Voilà. Alors vous avez, j'explique, donc quand je déclare le scrutin ouvert, vous avez, je crois, 30 secondes. Oui. Allez, il faut mettre la carte absolument. Hein. Et on reviendra sur ce mode de scrutin lorsque vous avez des pouvoirs. Vous avez le temps d'enlever votre carte et de mettre la carte de celle ou celui pour lequel vous avez un pouvoir. Et dans le bon sens, la carte, oui, mais bien sûr. Donc quand la petite lumière orange est allumée, vous allez avoir 3 petites lumières oranges sur le plus pour le oui, le moins pour le non et la petite croix pour l'abstention. Vous appuyez sur le bouton. Le vote, ensuite, se déroule pendant une trentaine de secondes et nous aurons les résultats. Donc si vous êtes toutes et tous prêts pour cette petite manipulation, donc je soumets à votre approbation la désignation, ou la formation plutôt, de la commission permanente à 40 membres, avec dont 15 vice-présidentes et vice-présidents. Le scrutin est ouvert. Voilà. Le plus pour oui, le moins pour non, petite croix pour l'abstention. Et je précise pendant le déroulement de ce scrutin que donc je suspendrai à l'issue de ce vote la séance pendant 1 heure précise. Nous reprendrons donc la séance à 11h35. Bien. Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, à l'issue de cette suspension de séance, une seule liste a été déposée. Et je remercie les 2 présidents de groupe d'avoir su déposer une liste. J'ai constaté qu'il n'y figurait qu'une seule candidature par poste et qu'elle était bien composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. En conséquence, conformément aux dispositions de l'article L. 3122-5 du Code général des collectivités territoriales, les différents sièges de la commission permanente sont donc pourvus immédiatement dans l'ordre de la liste. Je vais donc vous donner lecture des membres de la commission permanente qui comprend 40 membres, outre le président du département. Je vous donne lecture de cette liste dans l'ordre. Catherine Touchefeu, Bernard Gagnon, Claire Tramier, Freddy Hervauchon, Fabienne Padovani, Jean Charrier, Anaïk Cotonec, Marcel Verger, Liliane Jean, Bernard Lebeau, Malika Tararbi, Ali Rebout, Christine Aurin, Hervé Corouge, Françoise Améon, Michel Ménard, Abbassia Hakem, Alain Robert, Carole Grelot, Pascal Bolo, Daniel Cornet, Gatien Meunier, Véronique Dubetier-Grenier, Erwan Bouvet, Catherine Siron, Christiane Van Goethem, Yannick Bigot, Marie-Christine Curodo, Rodolphe Amaillan, Karine, Jean-Luc Beignet, Charlotte Lucchio, Patrick Girard, Agnès Parago, Stéphane Boger, Daniel Rival, Laurent Turquois, Nadine You, Jean-Pierre Bernard. Voilà. Ensuite, il convient donc, comme je vous l'ai indiqué, de procéder
Dans un second temps, à l'élection des vice-présidentes et vice-présidents au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Je rappelle que sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à 1. Si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. Alors, avant de procéder à cette élection, une suspension de séance. Et oui, il faut bien déposer les listes. Je propose que cette suspension soit de 10 minutes, sauf si les présidents ne sont pas d'accord. Pour l'établissement des listes des vice-présidents, durant cette suspension, vous seront également remis les rapports qui feront l'objet d'une délibération, notamment les délégations de l'Assemblée départementale au président et à la commission permanente. Voilà, donc je vous propose que nous nous retrouvions dans 10 minutes, c'est-à-dire à 11h45. 10h, pardon. 11h45. 11h45. Qui me dit 10h? C'est un élu. Certains n'ont pas mis les pendules à l'heure. 11h45 et nous procéderons à l'élection. La séance est suspendue. Est-ce que vous avez votre liste de... Bien. Mes chers collègues, je déclare la séance ouverte à nouveau. S'il vous plaît. Vous voulez bien prendre place, s'il vous plaît? Donc, à l'issue de cette suspension de séance, une seule liste a été déposée. Et s'il n'y en a pas d'autres, nous allons procéder à sa distribution. Je demande à ce que cette liste soit distribuée sur les pupitres. Donc j'ai constaté qu'il n'y figurait qu'une seule candidature par poste et qu'elle était bien composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. En conséquence, conformément aux dispositions de l'article L. 3122-5 du Code général des collectivités territoriales, les différents sièges de la commission... Ah non, excusez-moi, non, c'est pas l'émotion, c'est l'ordre des documents que l'on m'a fournis. Donc vous allez recevoir la liste ordonnée de la première vice-présidence jusqu'à la 15e. On procède au vote. On va passer avec... Bien. Est-ce que tous les membres de l'Assemblée ont reçu cette liste? Non, pas encore. Bien, est-ce que tous les membres de l'Assemblée ont reçu la liste? Pas encore. Je demande à ce qu'on distribue la liste. Bien. Si tous les membres ont reçu cette liste, je vous propose de procéder au vote et donc une urne va circuler dans les rangs. Pardon.
La parole, pardon, excuse-moi. La parole à Gatien Meunier. Président, merci. Juste une explication de vote. Vous comprenez qu'on n'est pas concerné par cette désignation, donc nous participerons au vote, mais nous nous abstiendrons. Voilà, merci. Merci. Alors, l'urne. Alors, le scrutin est ouvert. Allez-y. Oui, c'est la liste que vous avez reçue qui sert de bulletin de vote. C'est précisé qu'il y a... C'est une liste sans panachage, donc pour celles et ceux qui soutiennent cette liste, vous mettez la liste dans l'urne. Pour les autres, nous considérons que ce sont des abstentions, comme vient de le signaler. Vous n'êtes pas obligé de mettre de liste dedans, enfin, ou un bulletin blanc.
Bien, donc le scrutin est clos et dépouillé. La liste, s'il vous plaît. Merci. La liste présentée par la majorité ayant obtenu 32 voix. Les membres suivants sont élus vice-présidents. Je vais vous donner lecture de cette liste. Et ensuite, dans un second temps, je vous donnerai les délégations que j'entends proposer à chacune et chacun de ces vice-présidents. Première vice-présidente, Catherine Touchefeu. Deuxième vice-président, Bernard Gagnet. Troisième vice-présidente, Claire Tramier. Quatrième vice-président, Freddy Hervauchon. Cinquième vice-présidente, Fabienne Padovani. Sixième vice-président, Jean Charrier. Septième vice-présidente, Anaïg Cotonec. Huitième vice-président, Marcel Verger. Neuvième vice-présidente, Liliane Jean. Dixième vice-président, Bernard Lebeau. 11e vice-présidente Malika Tararbi, 12e vice-président Ali Rebou, 13e vice-présidente Christine Aurin, 14e vice-président Hervé Corouge et 15e vice-présidente Françoise Améon. Je vous donne connaissance, je livre à votre connaissance les délégations que je donnerai à chacune et chacun d'entre eux par arrêté dans les prochains jours. À Catherine Touchefeu, délégation à la culture et au patrimoine. À Bernard Gagnet, délégation au développement des territoires. À Claire Tramier, délégation aux personnes en situation de handicap. À Freddy Hervauchon, délégation aux ressources, aux milieux naturels et aux fonciers. À Fabienne Padovani, délégation aux familles et à la protection de l'enfance. À Jean Charrier, délégation aux mobilités. À Anaïg Cotonec, délégation au vieillissement et aux personnes âgées. À Marcel Verger, délégation aux finances et au budget. À Liliane Jean, délégation à l'action sociale de proximité et à l'insertion. À Bernard Lebeau, délégation au développement économique de proximité et à l'économie sociale et solidaire. À Malika Tararbi, délégation au sport et aux activités de pleine nature. À Ali Rebou, délégation aux ressources humaines, au dialogue social et à la qualité du service public départemental. À Christine Aurin, délégation à l'éducation et aux politiques éducatives. À Hervé Corouge, délégation à la jeunesse et à la citoyenneté. À Françoise Améon, délégation au tourisme, à la mer et au littoral. Voilà. Donc, je vous propose de poursuivre notre ordre du jour. Et avant de poursuivre, il y a une nouveauté à cette séance, avant de poursuivre, et dans le prolongement de la loi promulguée le 1er avril 2015. Je dois vous donner lecture de la charte de l'élu local. Vous avez une copie sur vos pupitres de cette charte, et donc je vais, conformément à cette toute récente loi dont nous avons pris connaissance hier, vous en donner lecture. Article 1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. L'article 2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'article 3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. Article 4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Article 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat ou de ses fonctions. Article 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Enfin, l'article 7, issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Cette lecture, je vous propose de poursuivre notre ordre du jour.
Et donc, il nous faut évoquer les délégations de l'Assemblée au président. Vous avez reçu donc, cette délibération. Je précise que cette délibération correspond à un certain nombre de règles fixées par les textes, que par rapport à la précédente Assemblée, nous avons quelques évolutions dont je vais vous donner lecture, notamment pour le volet financier, pour la réalisation des emprunts et lignes de trésorerie. Les modalités des délégations ont été reformulées. Donc c'est une reformulation juridique de manière à être en pleine conformité avec les dispositions du décret du 28 août 2014 relatif à l'encadrement des conditions d'emprunt des collectivités territoriales, de leur groupement et des services d'incendie et de secours. Donc ces reformulations sont des reformulations d'ordre et ne modifient pas le champ des attributions déléguées. Les ajouts que je vous propose en termes de délégation, par mesure de simplification, mais avec une portée très limitée, l'aliénation de gré à gré de biens immobiliers jusqu'à 4 600 €, c'est surtout pour les biens mobiliers que nous cédons, donc avec une limite faible. Les prises de décision pour la réalisation des diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire du département, cela c'est afin de faciliter, de raccourcir les délais. Et puis l'ajout de la délégation relative au droit de préemption dont le département est titulaire ou délégataire en application du code de l'urbanisme et spécialement, et les membres de la commission permanente le savent bien, spécialement dans les espaces naturels sensibles où les délais prescrits ne permettent pas toujours d'agir dans l'intérêt du département. Voilà les modifications telles que je vous les propose. Et y a-t-il des observations? Je n'ai pas de demande de parole, donc je vous propose de procéder au vote. Je déclare le scrutin ouvert. Le oui, le moins pour le non, la petite croix pour l'abstention. Le scrutin est clos. Les résultats. 60 oui, 1 non et 1 abstention. Je vous propose le point suivant à l'ordre du jour. Il s'agit là des délégations de l'Assemblée départementale à la commission permanente que nous venons d'élire. Alors, il n'y a aucun changement par rapport à la mandature précédente. Je rappelle que c'est une délégation de l'ensemble des compétences, sauf les compétences financières non délégables, les compétences déléguées directement au président, de la définition des politiques départementales, tout ce qui touche au schéma, au vote des dispositifs et au plan d'action, des votes des subventions supérieures à 1 million d'euros, et plus largement des opérations immobilières d'un montant supérieur à 1 million d'euros hors taxe, à l'exception notamment des subventions attribuées dans le cadre territoire et aux établissements médico-sociaux et de l'organisation et du fonctionnement de la collectivité, délégation de services publics, évolution des effectifs départementaux, adhésion au retrait du département à un établissement public, société d'économie locale. Donc il n'y a aucun changement par rapport à la mandature. Simplement, ces éléments montrent à l'évidence que la commission permanente a des responsabilités importantes et de nombreuses décisions à prendre chaque mois, et que c'est dans cette assemblée, les grandes orientations sont prises par notre assemblée et les affaires courantes sont développées dans le cadre notamment de la commission permanente. Y a-t-il des remarques? Il n'y a pas de remarques. Gatien Meunier, pardon. La parole à Gatien Meunier. Oui, juste une explication de vote, parce que j'ai cru comprendre de voir quelques hésitations le coup d'avant. Donc nous votons pour. Le groupe vote favorablement. Voilà. Merci. Donc je déclare le scrutin ouvert.
Qu'est-ce que j'ai dit ? Voilà, il n'y a pas de retardataire, donc le scrutin est clos. Le résultat, unanimité, 62 pour. Merci. Le point suivant à l'ordre du jour, c'est conformément aux dispositions de l'article L3121-22 du Code général des collectivités locales, le conseil départemental doit former ses commissions organiques. Et je vous propose la formation de 5 commissions sur lesquelles nous reviendrons quant à leur rôle que je souhaite voir évoluer. Je vous donne lecture des commissions et de leur composition qui a été arrêtée après concertation avec les 2 groupes, de façon à vous proposer une liste complète par commission. Alors, commission de l'action sociale. Fabienne Padovani, Claire Tramier, Liliane Jean, Anaïque Cotonec, Vincent Danis, Myriam Bijard, Bernard Douot, Élisa Drillon, Nelly Sorin, Anne-Marie Cordier, Marie-Christine Curando, Marcel Chapeau. Commission citoyenneté. Catherine Touchefeu, Malika Tararbi, Hervé Corouge, Christine Aurin, Marie-Paul Gaillochet, David Martineau, Nadine You, Serge Mounier, Catherine Siron, Erwan Bouvet, Karine Pavisa, Charlotte Lucchio. Commission du développement local. Bernard Gagnet, Françoise Améon, Bernard Lebeau, Jérôme Alémani, Lydia Ménien, Daniel Rival, Véronique Dubetier-Grenier, François Guillot, Christiane Van Goethem, Yannick Horry. Commission équilibre territorial. Jean Charrier, Freddy Hervauchon, Karine Fouquet, Daniel Cornet, Bertrand Choubrac, Fanny Salé, Anne-Sophie Douet, Chantal Brière, Jean-Luc Beignet, Stéphane Bauger, Pierre Bertin, Agnès Parago. Et enfin, commission des finances et des ressources, Marcel Verger, Michel Ménard, Ali Rebout, Carole Grelot, Samuel Landier, Pascal Bolo, Alain Robert, Abbassia Hakem, Gatien Meunier, Yannick Bigot, Jean-Pierre Bernard, Patrick Girard, Laurent Turcois et Rodolphe Amaillan. J'imagine que personne n'a été oublié. Nous avons fait les vérifications qui s'imposent. Donc je vous propose de... Pardon. Claude Gauthier. Ah. Je vous propose de choisir la commission dans laquelle vous souhaitez siéger. Pardon, appuyez sur la parole à Claude Gauthier, pardon. Équilibre territorial. C'est la 3e, je crois, ou 4e. Donc je reprécise celle emmenée la par commission Jean équilibre territorial. Donc je redonne la composition. Jean Charrier, Frédéric Hervauchon, Karine Fouquet, Daniel Cornet, Bertrand Choubrac, Fanny Salé, Anne-Sophie Douet, Chantal Brière, Jean-Luc Beignet, Stéphane Bauger, Pierre Bertin, Agnès Parago et Claude Gauthier. Merci. Bien, je vous propose donc de procéder au vote sur cette désignation. La parole à Gatien Meunier. Pour les mêmes raisons, donc je reprécise que nous votons pour, bien sûr, nous sommes favorables à ces désignations. Merci. Je déclare le scrutin. Eh oui. Le scrutin est clos. Et résultat,
Unanimité, merci. Je vous propose le point suivant à l'ordre du jour sur les mêmes modalités proportionnelles de désigner la commission d'appel d'offres, les titulaires et les suppléants. Donc, j'ai à vous proposer la liste suivante. Excusez-moi, mais il y a une question de présentation qui nous est demandée par la préfecture. Donc, je vous propose, selon les listes telles qu'elles sont présentées pour la majorité, donc à la proportionnelle, 3 titulaires et 3 suppléants, et pour l'opposition, 2 titulaires et 2 majorité titulaire, Madame Françoise Améon, Madame Lydia Meignin, Monsieur Bernard Gagné, suppléant Monsieur Hervé Corouge, Madame Myriam Bijard, Monsieur Jérôme Alemani. Pour l'opposition, titulaire Madame Charlotte Lucchio, Monsieur Patrick Girard, suppléant Madame Anne-Marie Cordier et Monsieur Gatien Meunier. Et donc, je vous propose de procéder à l'élection, sachant qu'ils seront tous et toutes membres de cette commission d'appel d'offres. La parole à Gatien Meunier. Nous votons pour, bien évidemment. Merci. Donc, le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Madame Gaillechet, vous avez été pour séance de rattrapage? Unanimité, merci. Alors, le point suivant à l'ordre du jour, il nous faut désigner pour des modalités pratiques avant, ça ne pouvait pas attendre le 20 avril, donc nos représentants au GIP Innovalis, groupement d'intérêt public Innovalis. Innovalis étant ce laboratoire public que nous avons fusionné avec les départements du Maine-et-Loire et de la Sarthe pour faire un ensemble cohérent. Les conseillers généraux sortants connaissent parfaitement ce dossier qui a fait l'objet de nombreux débats entre nous. Donc nous avons aujourd'hui regroupé et constitué au travers d'Innovalis un des plus grands laboratoire public de France et donc nous avons à désigner au sein de ces GIP des membres, nos membres représentants en conformément et en accord politique avec les présidents du Conseil général. Alors les présidents, ceux qui devaient l'être puisque je n'ai pas eu leur assentiment ce matin après leur élection, mais avec le Maine-et-Loire et la Sarthe, et cela faisait partie de l'accord politique global. Nous désignerons 2 membres de la majorité, un membre de l'opposition, et chez les titulaires et chez les suppléants. Et je vous propose pour la majorité, moi-même, Philippe Grosvalet, Monsieur Bernard Lebeau, pour l'opposition, Madame Anne-Marie Cordier, et s'agissant des suppléants, Madame Marie-Paul Gaillechet, Monsieur Samuel Landier et Madame Chantal Brière. Même chose, Monsieur Meunier. La parole à Monsieur Meunier. Bien évidemment, nous votons pour, oui. Merci. Je déclare le scrutin ouvert. Le scrutin est clos.
Les résultats, unanimité. Merci. Enfin, dernier point à l'ordre du jour, le Conseil départemental de l'éducation nationale. Donc, là aussi, cette délibération ne pouvait pas attendre le 20 avril. Donc, je vous propose de façon proportionnelle la liste suivante. Pour les titulaires, Madame Carole Grelot, Monsieur Hervé Corouge, Madame Marie-Paul Gaillochet, Madame Karine Pavisa, Monsieur Erwan Bouvet. Et pour les suppléants, Madame Malika Tararbi, Monsieur Michel Ménard, Madame Karine Fouquet, Madame Catherine Siron et Madame Serge... Monsieur... Ah, et Monsieur, excusez-moi. Monsieur Serge Mounier. Gatien Meunier. Pour la dernière fois, nous voterons pour. De la journée, j'entends. Merci. Je déclare le scrutin ouvert. Le scrutin est clos. Unanimité, merci. Bien, mesdames et messieurs, mes chers collègues, cette première séance, dont je mesure qu'elle peut être pour vous exceptionnelle, je pense évidemment à moi-même, mais aussi à l'ensemble des élus dont c'est la première séance. Et je vous remercie de son bon déroulement et de la tenue de cette assemblée qui ressemble à ce que nous avons toujours construit dans cette assemblée, c'est-à-dire un esprit de tolérance, de respect des opinions et de bonne tenue des assemblées. Et je vous rappelle que notre prochaine session se déroulera le 20 avril prochain. Elle sera encore une séance d'installation puisque nous aurons à déterminer les représentations des uns et des autres dans un nombre considérable de structures. Je crois que c'est autour de 600 représentations. Et donc cela va, je vous le dis, occasionner de la part de nos présidents de groupe un travail considérable d'ici peu de temps, puisqu'il nous faudra avoir des compositions parfois longtemps à l'avance. Et nous aurons donc à cette occasion de désigner notamment nos représentants dans plusieurs commissions, mais aussi au conseil d'administration du SDIS, par exemple. Et puis, ce sera la première décision budgétaire, puisque nous aurons l'occasion d'examiner les dossiers relatifs à la décision modificative numéro 1, l'adoption du règlement intérieur et du rapport concernant les indemnités des élus. Voilà, mes chers collègues, merci de votre attention. Je voudrais, avant de clôturer cette séance, vous dire que pendant ce moment que j'aurais souhaité convivial avec vous, je devrais m'absenter et vous quitter, puisque je me suis engagé avec le préfet à recevoir une délégation de cette manifestation des éducateurs qui, suite au drame que j'évoquais dans mon propos introductif, ont décidé ce matin de manifester leur colère et de poser un certain nombre de revendications. Donc vous comprendrez que j'aille rejoindre le préfet et je vous rejoindrai dans quelques temps pour participer avec vous à ce moment de convivialité. Merci de votre attention, merci pour cette séance et à tout à l'heure. Merci.